Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, chaque année, des millions de chrétiens à travers le monde célèbrent la fête de l'Ascension, un événement marquant qui commémore l'élévation de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Quel est le sens et la portée spirituelle de cette fête? La réponse dans ce journal. Au menu des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, entre autres approbation du document de politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises, l'intégralité est à suivre avec le porte-parole du gouvernement. Au cœur de l'actualité internationale, une embarcation qui transportait des dizaines de migrants a chaviré ce mercredi à son arrivée dans un port des Canaries. Au moins 7 personnes, dont 3 mineurs, sont mortes dans ce drame. La fête de l'Ascension est un moment privilégié du calendrier chrétien où les fidèles se rassemblent pour célébrer l'élévation de Jésus-Christ au ciel. Observée 40 jours après Pâques, cette fête est bien plus qu'une simple commémoration. Elle incarne des thèmes de foi, d'espérance et de renouveau spirituel. Plus de précision dans ce reportage. Fête de l'Ascension, le Christ entre dans la gloire de Dieu le Père. Une des principales fêtes chrétiennes, elle s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Quand on dit Ascension, attendere, ça veut dire simplement monter. Monter, le Christ est monté au ciel, il a fini son pèlerinage sur la terre. Lui qui était Dieu, né de Dieu, auprès de Dieu, il a pris chair de notre chair pour nous racheter du péché et de la mort. Et une fois que sa mission terrestre est accomplie et qu'il a assumé toutes nos responsabilités en notre lieu et place et nous a rendus victorieux de la mort et du péché, maintenant, il retourne vers son Père. Et ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'il est né de Marie et il retourne vers son Père avec le corps humain, comme si notre corps déjà, une partie de nous-mêmes nous précède dans le royaume. Donc ce que nous célébrons, c'est l'entrée vers le Père du Fils unique du Père, qui fait de nous des héritiers et son Père devient le nôtre. Sa destination ultime devient aussi la nôtre. Et donc, nous sommes désormais citoyens des cieux. Lorsque le Seigneur voulait partir au ciel, il va beaucoup prier pour l'unité. Et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Demeurez dans mon amour. Et tellement que l'unité a été une grande préoccupation pour le Christ. D'ailleurs, lui-même, sa mission a été de nous unir à nouveau avec son Père, que nous puissions retrouver la communion avec son Père, parce que le péché est opéré par le diable, diabolos, qui veut dire diviser. Et le Christ est venu pour réconcilier les enfants de Dieu dispersés par le péché. Et donc, le message captivant, mobilisateur, détonateur de grâce pour nous, c'est que nous puissions être préoccupés par l'unité. Et qui dit l'unité, dit amour, paix, solidarité, justice. Alors que tous les enfants du Bénin se sentent unis dans leur patrie, unis les uns et les autres, unis pour construire et développer ce petit, beau et grand pays, quelle que soit sa petitesse, que le Bénin puisse être un pays de tous et que personne ne soit exclu du bonheur les uns pour les autres, les uns avec les autres. La communauté chrétienne est donc invitée à méditer sur le mystère de l'Ascension, mystère de la foi chrétienne, fondé sur les Saintes Écritures, pour lui donner toute sa place. Le Seigneur monte au ciel au milieu des
annoncé dans les titres, le gouvernement béninois a tenu ce mercredi sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'approbation du document de politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises 2025-2034. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028. Ce document, conçu pour servir de support au débat d'orientation budgétaire, intervient dans un contexte économique national marqué cette année par une reprise vigoureuse de la croissance avec un taux estimé à 7,5% en 2024, soutenu par une amélioration de la productivité agricole, l'essor industriel, la relance du commerce et l'inflation maîtrisée à 1,2%. Ces performances économiques remarquables sont réalisées dans un environnement sous-régional et international incertain, d'où la nécessité de maintenir une trajectoire budgétaire soutenable et de renforcer la planification à moyen terme. Le ministre de l'Économie et des Finances, en relation avec le ministre de la Justice et de la Législation, prendra les dispositions en vue de l'organisation du dit débat avec la représentation nationale. Approbation du document de politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises pour la période 2025-2034. La présente politique, élaborée dans une démarche inclusive et participative, précise les repères stratégiques devant guider les interventions relatives aux micro, petites et moyennes entreprises sur la période visée, lesquelles sont attendues à l'horizon 2034 pour être compétitives dans un cadre institutionnel adéquat et un environnement des affaires favorable à la création de la richesse, d'emplois décents et durables. Son approbation permettra ainsi de disposer d'une orientation nationale en matière de promotion et de développement des micro, petites et moyennes entreprises, tenant compte des mutations socio-économiques afin de mieux répondre aux nouveaux défis de développement de notre pays. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi veillera à sa mise en œuvre en liaison avec les autres ministres concernés. Modalité de commercialisation des logements économiques en location-achat. Le Conseil a procédé à une actualisation des modalités concernées dans le souci de faciliter l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens à ces logements. Les ajustements effectués portent sur l'extension de la location-achat des logements économiques à la diaspora béninoise et aux personnes admises à la retraite. La durée de remboursement des logements économiques qui est portée à 20 ans au lieu d'une durée précédemment fixée à 17 ans. Le taux d'actualisation appliqué pour le calcul des mensualités qui est abaissé à 4,5% au lieu de 6,5%. Ces nouvelles modalités s'appliqueront à l'ensemble du programme, y compris à l'offre de logement de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un souci d'harmonisation et de cohérence au service de l'intérêt général. Il est à signaler que les prix de cession des logements économiques en achat au comptant restent inchangés et conformes à la décision du Conseil des ministres du 25 septembre 2024. De même, restent inchangées les modalités d'acquisition des logements sociaux de type D, notamment, dédiés uniquement aux agents de l'État éligibles et cédés par voie de location-achat pour des mensualités de 97 000 francs CFA sur une durée de 25 ans. Mesures pour la réfection des toitures de salles de classe décoiffées dans 135 collèges d'enseignement général sur l'étendue du territoire national. Le point de la situation fait ressortir des salles de classe décoiffées, aux toitures écharpantes endommagées par les orages ou les vents violents, mais aussi des dégradations d'autres natures par endroits. Cependant, tous les CEG répertoriés pour bénéficier exclusivement des réfections de toiture sont au nombre de 135 répartis dans 53 communes et 11 départements. Dans le but de favoriser la poursuite des activités pédagogiques dans de bonnes conditions, l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation a été saisie aux fins de diligences à accomplir. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises
en vue de leur réalisation dans les délais prescrits. Dans le reste de l'actualité, les partenaires belges de la ville d'Ouscan en Belgique séjournent à Comin dans le cadre d'une visite de coopération qui va leur permettre de valider les différents projets à eux soumis par cette commune du département du Mono. Les activités prévues pour durer 5 jours ont démarré le lundi par une visite guidée à travers les différents services que comptent les 7 directions de l'hôtel de ville de Comin, suivi des descentes sur plusieurs autres sites pour s'enquérir des réalités de la commune de même que les richesses dont elle regorge. Le reportage. Donc, on va prier la délégation. Après avoir présenté ses civilités à ses hôtes, Bernard Kofi Adaopé, maire de la commune de Comé, leur a offert l'occasion d'une immersion au cœur des 7 directions de l'hôtel de ville dont il tient le gouvernail. Ceci dans le but de leur permettre de se faire une idée du mode de fonctionnement de ces différents services. C'est donc parti pour une visite de coopération durant laquelle les partenaires belges de la commune d'Ouscamp auront à séjourner à Comé pendant une durée de 5 jours. Au début de la semaine, je reçois mes collaborateurs pour la réunion de direction et pour sortir le planning et aussi évaluer au cours de la semaine ce que les autres directions ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu à faire, quelles sont les activités à reconduire au cas où ces activités entamées n'ont pas été achevées. Voilà comment on fonctionne dans la direction. Notre direction a 3 composantes. Nous avons le service qu'on appelle communément SIS. Ce service s'occupe de la maintenance de tout ce qui est entretien ou accompagnement des utilisateurs. Nous avons un autre service qui s'occupe de l'archivage. Il y a le service recouvrement des recettes. C'est ce service qui est chargé du recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. Fiscales, on est appuyé par les impôts. Non fiscales, c'est les taxes qu'on recouvre dans les marchés. Ils nous ont accordé une somme de 20 000 euros, ce qui fait 13 millions et quelques. Nous ne pouvons pas rester ici et dire que nous avons validé les projets. Ensemble, ils vont valider avec nous et nous allons commencer par dépenser ces sous-là afin que l'ambassade de la Belgique au Bénin aussi reconnaisse quand même notre partenariat. Donc voilà, c'est pourquoi ils sont là. Après cela, ils vont visiter quand même beaucoup de choses. Vous savez, nous avons des sites touristiques. Après la ronde à travers les services, les partenaires ont eu droit à une séance de présentation de l'organigramme de la mairie et les différents documents de planification. L'étape suivante les a conduits sur le site de la coopérative des producteurs de foyers améliorés céramique en Fani de l'arrondissement de Oumako. Ici, la délégation belge a vu à l'œuvre des femmes qui se battent quotidiennement pour leur autonomisation. Organisées en atelier, pendant que certaines malaxent la pâte d'argile, d'autres s'emploient à polir le chef-d'œuvre pour obtenir des objets d'utilité publique comme les canaries, des ustensiles de cuisine et autres. À l'endroit des visiteurs, ces femmes ont exprimé leur principale difficulté qui est le manque d'eau dans l'exercice de cette activité. Occasion pour le maire de revenir sur les retombées de cette visite pour sa commune. Nous avons gagné 20 000 euros, 13 millions, on va faire beaucoup de choses. Par exemple, on est allé vers les bonnes dames de la poterie qui ont parlé par exemple de l'eau tout à l'heure. Donc on peut leur donner de l'eau, on peut aller vers les agriculteurs, leur donner du matériel. On peut former la jeunesse, on peut créer des choses qui peuvent nous apporter de l'argent pour booster l'économie locale. C'est très important pour nous aujourd'hui, la mobilisation des ressources. Le périple s'est poursuivi avec comme prochaine destination les locaux de l'ONG Association des personnes rénovatrices des technologies traditionnelles à Prétectra. Après une séance de travail riche en échanges fructueux, les bénéficiaires des actions de cette ONG ont reçu la visite des Belges sur leurs différents sites. Ceux-ci sont spécialisés entre autres dans la production du jus d'ananas, du jus de baobab, des cocktails de tamarin et de gingembre, le maraîchage, la culture du champignon et la préparation du hablo, une spécialité culinaire propre à la commune de Comé dont ils ont goûté la saveur. Ici, c'est l'EPP d'Avedji,
Tout comme ce lieu d'acquisition de savoir et de connaissances, le CEG3 de Comé était aussi inscrit dans leur agenda pour le compte de cette première journée de visite de coopération. Le séjour des partenaires belges se poursuit dans la commune de Coma. Ce mardi, ils ont démarré la journée avec les élus communaux, cadres à divers niveaux de la commune par une séance d'élaboration du plan de travail annuel du jumelage entre les deux villes. À la suite de cette séance, ils ont continué leur démarche d'exploration des potentiels de la commune par une descente à la maison d'accueil des retraités et dans l'atelier de poterie de Serre, puis le marché central de Coma, avant de boucler la journée par un spectacle de Zangweto auquel ils ont assisté dans l'arrondissement d'Akodera. Suivons. Élus communaux, sages, jeunes, ainsi que les cadres à divers niveaux de la mairie de Comé discutent des questions de coopération décentralisée avec les partenaires belges d'Oscamp. C'est une séance d'envergure puisqu'elle aura permis d'élaborer le plan de travail annuel du jumelage entre les deux villes. On a jugé bon quand même de marcher sur un document et de référence qui pourra nous permettre de réaliser les activités qui s'arriment très bien avec le plan de développement communal. L'issue de ces travaux, c'est de permettre à la commune de disposer d'un document de planification qui pourra lui permettre de réaliser les différentes activités et en collaboration avec son partenaire de la ville d'Oscamp. Dans les échanges, les orientations sont allées dans le sens des secteurs d'activité qui vont renforcer la coopération entre Comé et la ville d'Oscamp, sans oublier les différents leviers à actionner en vue de l'amélioration du développement local. Il s'agit notamment du secteur de l'agriculture, le secteur de la digitalisation des services et de la numérisation de la plupart donc des programmes déployés en faveur des communautés locales. Nous avons parlé du cadastre. Comment est-ce que la coopération peut travailler à améliorer le développement foncier dans la commune de Comé. Dans tout ceci, la jeunesse de Comé ne sera pas du reste. Des orientations sont allées également en faveur de la jeunesse, la promotion des activités de jeunesse pour permettre à cette dernière d'être non seulement la cheville ouvrière du développement local, mais également de disposer d'un cadre d'épanouissement sain. J'appelle la population de Comé, la population d'Oscamp à réellement s'unir et à faire de cette coopération un maillon très important du développement qui pourra permettre aux jeunes de la commune de Comé d'avoir d'autres opportunités. Cette coopération décentralisée augure d'un lendemain meilleur car les desiderata de la municipalité de Comé cadrent avec les aspirations de ses partenaires belges. Les autorités locales se considèrent comme les collègues égaux. Ça, c'est pour nous très intéressant. À Oscamp, comme à Comé, des groupes de pilotage ont été mis en place afin de garder une vie ensemble. Ensemble, nous examinons les possibilités de nouvelles idées et des projets. À l'issue de la séance, la découverte de la commune de Comé s'est poursuivie avec les émissaires de la ville d'Oscamp. Premier arrêt, la maison d'accueil des retraités de Comé, un ouvrage encore en chantier dont les travaux évoluent grâce aux efforts de ces personnes âgées. Le grand marché de Comé a aussi intéressé les Belges dans leur démarche d'exploration des potentiels de la commune. Et c'est le moment idéal pour eux de découvrir les différents compartiments de ce lieu d'échange commercial qui présente un intérêt économique majeur pour la localité du fait de ces transactions à grande échelle. On y retrouve un peu de tout, des produits manufacturés, des céréales, des poissons, des volailles et plusieurs autres denrées de première nécessité. Un détour à l'atelier de poterie de Serre leur a permis une incursion dans l'univers de ces femmes potières. Sur les lieux, elles ont le cœur à l'ouvrage. Elles s'activent ainsi à fabriquer les céramiques, des objets faits à base d'argile, une richesse typiquement locale. Des atouts culturels
communs en disposent également. Sur la liste, le Zangbeto, un patrimoine immatériel authentique du sud Bénin, est bien logé. À l'ombre de ce grand arbre, à Degouin, un village de l'arrondissement d'Akodeha, les visiteurs se délectent d'un spectacle captivant offert par ce fétiche. En interactualité, Amnesty International accuse les rebelles du M23 d'avoir tué et torturé des détenus civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'Organisation de défense des droits humains, ces prises de possession sont des actes qui violent le droit international humanitaire et peuvent constituer des crimes de guerre. Suivons. Le M23, accusé de possibles crimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Amnesty International, le groupe armé aurait commis des actes de torture et des homicides dans les zones qu'il contrôle. Des disparitions forcées auraient aussi été observées. Des actes violant le droit international humanitaire qui peuvent être assimilés à des crimes de guerre, a déclaré Amnesty International dans un communiqué publié ce mardi. Ces allégations interviennent suite à la nouvelle flambée de violence qui a éclaté en janvier dernier, lorsque le M23 s'est emparé de la ville stratégique de Goma, dans la province du Nord Kivu. Les rebelles ont ensuite pris le contrôle de Bukavu dans le sud Kivu en février dernier, aggravant un conflit qui a causé la mort de nombreux citoyens et entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes. De nombreuses arrestations arbitraires ont également été recensées. Selon Amnesty International, les détenus sont enfermés dans des conditions difficiles, entassés dans des cellules surpeuplées et insalubres. Certains ont déclaré avoir vu des co-détenus mourir à cause de ces conditions ou d'actes de torture. Des témoins ont décrit des scènes d'horreur, notamment 2 détenus tués à coups de marteau et un autre abattu sur place. Un nouveau drame migratoire s'est produit ce mercredi aux îles Canaries, archipel espagnol en première ligne des arrivées depuis la côte ouest de l'Afrique. Un bateau transportant plus d'une centaine de migrants a chaviré au moment de l'accostage au port d'El Hierro, entraînant la mort de 7 personnes, 4 femmes et 3 jeunes filles. Le reportage. Un bateau transportant plus de 100 migrants a chaviré mercredi à l'arrivée aux îles Canaries, à proximité du port d'El Hierro, en Espagne. 4 femmes et 3 jeunes filles ont péri noyées lors de ce drame, alors que plusieurs survivants s'accrochaient aux cordes et bouées lancées par les secours. Le bateau a basculé au moment où les sauveteurs tentaient de transférer des jeunes vers une embarcation de sauvetage entre le navire, des migrants et le quai. Le service maritime espagnol a précisé que le déplacement des personnes à bord a provoqué ce chavirement. Un hélicoptère a tout de même évacué 2 enfants dans un état grave, une fille et un garçon, après une quasi-noyade. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé à la solidarité, rappelant que ces vies ont été perdues dans la quête d'un avenir meilleur. Les îles Canaries, porte d'entrée majeure vers l'Europe, ont accueilli près de 47 000 personnes en 2024. Ce chiffre dépasse les records précédents, même si les arrivées ont baissé de 34% cette année à la mi-mai. Son départ est désormais acté. Le milliardaire Elon Musk a confirmé son retrait comme prévu du gouvernement de Donald Trump, au sein duquel il dirigeait depuis 4 mois un organisme chargé de tailler dans les dépenses publiques, suscitant de nombreuses critiques parmi la classe politique américaine. C'est après moi. 4 mois puis s'en va, Elon Musk a annoncé son départ de l'administration Trump mercredi sur son réseau social X. Employé spécial du gouvernement depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il pilotait la mission Doge chargée de réduire les dépenses publiques. Et Musk n'a pas fait dans la dentelle. Plusieurs services publics ont fait les frais de sa cure d'austérité, à l'image de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le milliardaire a depuis été vivement critiqué
Un vent de contestation qui n'a pas épargné ses affaires, des langues ayant appelé au boycott de ses produits en raison de sa proximité avec le président américain. Alors qu'il quitte ses fonctions gouvernementales, le milliardaire a fait part de son opposition à la grande loi économique portée par Donald Trump. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.